Merci. Donc effectivement, il y a eu un certain nombre de questions. Merci beaucoup d'avoir soit suivi la conférence et ou en tout cas vous connecter actuellement pour qu'on puisse discuter ensemble. Il y a eu un certain nombre de questions reçues par écrit pendant le temps de la conférence. Je vais y répondre une par une, et puis si vous en avez en complément, je vous invite à les poster dans les commentaires qui sont sur les côtés pour que je puisse vous y répondre dans les plus brefs délais. Pour ceux qui n'étaient peut-être pas présents pour la conférence introductive tout à l'heure, donc je suis Kalina Raskin, j'ai l'immense plaisir de diriger le CEBIOS, qui est un centre national d'études et d'expertise dans le domaine du biomimétisme, et on se fixe comme mission de pouvoir déployer le biomimétisme à l'échelle nationale, et on travaille aux interfaces entre la recherche académique, le monde industriel, le monde institutionnel, pour faire en sorte que chacun ait les outils nécessaires au déploiement du biomimétisme au niveau français. Le biomimétisme, c'est quoi? Donc c'est s'inspirer du vivant pour pouvoir repenser nos modes de production, nos modes de fabrication, trouver des solutions à des problématiques techniques, éventuellement aussi organisationnelles, on pourra en reparler. Et donc c'est de ça dont on va discuter sur les quelques prochaines minutes. Je vais prendre les questions qui étaient, je vais vous relire les questions et vous y répondre de vive voix, et donc si vous en avez d'autres à poster dans le chat, n'hésitez pas à le poster. Donc, la première question a été, on nous a présenté beaucoup de projets de recherche qui sont liés au biomimétisme. Alors ce sont des gens qui ont posté ça en regardant la conférence. Dans la conférence, pour ceux qui n'étaient pas éventuellement présents, on listait un certain nombre d'exemples dans le domaine médical, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'élaboration de nouveaux matériaux. Certains projets qu'on a exposés effectivement sont du registre de la recherche, mais un certain nombre d'entre eux sont également commercialisés, puisque la question était de savoir, on présente beaucoup de recherches sur le biomimétisme, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses concrètes qui sont sorties? Alors dans les exemples qu'on vous a cités, il y en a plusieurs qui sont en phase commerciale ou pré-commerciale. Vous avez par exemple M2I Life Science, qui développent donc les phéromones pour lutter contre les ravageurs. Ils ont des premiers produits qui sont commercialisés, un certain nombre qui sont pré-commercialisés. Et Marina, qui développe des moyens d'oxygénation des organes en faisant de l'extraction d'hémoglobine de vers marin. Il est en phase de pré-commercialisation avec de nombreux tests qui ont déjà été opérés avec succès sur un grand nombre de patients. Là, elle est en attente d'homologation, et je pense que soit c'est en cours, soit il vient de l'obtenir. Biomatrica, que j'ai cité, qui est donc une entreprise qui développe des principes de conservation, de principes actifs pour le domaine médical, inspiré d'un petit organisme qui s'appelle un arthropode, un tardigrade, un arthropode tardigrade. Cette entreprise a déjà de nombreux produits qui ont été commercialisés et aide à, notamment dans le domaine de la recherche en médecine, à faire de la conservation de principes actifs pour pouvoir les transporter plus facilement. La zone libellule qu'on vous a présentée, qui est une zone finalement imitant une zone humide et la composition d'une zone humide. Donc on a recréé une zone humide artificielle en aval de stations d'épuration. Ce sont des choses qui existent réellement et qui marchent. Donc ça c'est quelques exemples de choses qui marchent déjà, et puis il y a des très grands exemples du biomimétisme comme le velcro. Le velcro c'est bio-inspiré et c'est très largement commercialisé, comme vous le savez tous. Il y avait une autre question. La question suivante était liée à quels sont les freins majeurs à la concrétisation aujourd'hui de ces projets. J'ai envie de dire que tout dépend du secteur d'activité, et c'est pas forcément lié spécifiquement au biomimétisme. J'ai envie de dire les innovations bio-inspirées, qui sont des innovations plutôt en général en rupture par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire que c'est radicalement innovant, se heurtent à n'importe quelle innovation un peu radicale, qui vont avoir des enjeux de réglementation, de tests. C'est particulièrement vrai dès qu'il y a une interaction évidemment avec le corps humain, dans le domaine du médical, dans le domaine de la cosmétique, mais après c'est pas propre au biomimétisme. Là où il y a les difficultés, en tout cas ce qui prend du temps dans le biomimétisme, c'est plutôt les phases plutôt amont, c'est-à-dire comment culturellement on change les habitudes de ceux qui vont concevoir et innover pour faire appel à la biologie
dans des disciplines qui sont assez éloignées de la biologie. Quand vous prenez une industrie automobile, vous avez en général peu de biologistes dans les ingénieurs du corps automobile. Donc leur faire du biomimétisme, c'est un changement culturel, c'est un effort d'aller effectivement trouver des nouveaux modèles biologiques, de tester des scénarios qui sont des scénarios d'intérêt, de faire la transposition dans le domaine technique. Donc c'est plutôt ces phases-là qui prennent du temps. Après, tout ce qui est en aval, une fois qu'on a eu l'idée, c'est tout aussi compliqué que n'importe quelle nouvelle idée. On se dit tiens, ça me fait penser à développer un nouveau système innovant. Mais une fois que c'est pas le fait que ce soit bio-inspiré qui rend ça compliqué, c'est juste que c'est innovant qui est compliqué. Donc ce qui prend du temps dans le biomimétisme, c'est les phases amont, les phases de changement culturel, les phases de recherche de données biologiques et d'adaptation de ces données biologiques à un contexte industriel. Après, une fois que l'idée est là, que le concept il est là, c'est comme le développement de n'importe quel concept innovant, il se heurte exactement aux mêmes difficultés, il n'y a pas de spécificité réellement du biomimétisme par rapport à cela. Il y avait une question qui était relative aux applications d'un filtre développé par l'entreprise Aquaporine. Donc pour rappel, éventuellement pour ceux qui n'étaient pas connectés tout à l'heure, donc l'entreprise Aquaporine a développé des membranes de filtration qui permettent une filtration uniquement de la molécule d'eau. Donc c'est un filtre pour obtenir de l'eau ultra pure où il n'y a absolument que de l'eau, il n'y a pas d'autres atomes que de l'eau. Et ça a des applications d'ores et déjà. Je vous invite à parcourir tout simplement le site web d'Aquaporine. Et c'est des applications dans l'industrie pharmaceutique, parce qu'on a besoin d'une eau extrêmement propre quand on fabrique évidemment un certain nombre de constituants des médicaments. La captation des micropolluants. En gros, on va faire passer une eau chargée en micropolluants par cette membrane, et en sortie, on a une eau qui est propre. Éventuellement pour faire de la concentration alimentaire, pour faire des laits concentrés, pour faire un certain nombre d'aliments où on a besoin d'extraire de l'eau, mais de garder absolument tous les autres minéraux et constituants utiles de l'aliment, et bien ça peut vous servir à faire de la concentration alimentaire. Et puis il y a d'autres industries comme l'osmose qui s'en servent également. Ensuite, il y avait une question qui était relative à la place du biomimétisme dans l'Europe. Alors l'Europe est responsable à près de 40% des publications mondiales du biomimétisme. Dans le domaine du biomimétisme, et donc l'Europe est, on va dire, chef de file mondial en termes de publication dans ce domaine-là. Après, comment ça se répartit en Europe? L'Allemagne, de loin, a 20 ans d'avance dans l'adoption du biomimétisme dans leur stratégie nationale, avec des réseaux nationaux, un réseau national qui s'est créé, qui s'appelle le réseau Biocon, et puis ensuite toute une série d'autres réseaux autour d'un certain nombre de centres de recherche qui se sont constitués. La Suisse leur a emboîté le pas avec la création d'un centre interuniversitaire dédié aux matériaux bio-inspirés. Au Royaume-Uni, la dynamique est en train de reprendre avec une volonté de pousser un consortium d'acteurs sur les enjeux de la manufacture bio-inspirée. Et puis dans les autres pays où la dynamique est aujourd'hui forte, la France, par l'intermédiaire du CBIOS notamment, et l'ensemble des partenaires surtout qu'il représente, pousse cette thématique-là. Mais donc au niveau européen, clairement c'est l'Allemagne qui est en avance sur le sujet. Et par contre, après, évidemment, à travers l'Europe, partout où vous avez des universités, où vous avez une pluridisciplinarité, un grand nombre de laboratoires et des laboratoires pluridisciplinaires, en général vous trouvez toujours des équipes qui travaillent dans le domaine du biomimétisme dans toutes ces grandes universités. Mais en termes vraiment de transfert vers le monde industriel et de systématisation de l'approche, c'est l'Allemagne qui a pris le leadership, suivi par la Suisse, et puis on l'espère maintenant suivi par la France. On pourra revenir éventuellement sur le contexte français si certains d'entre vous le souhaitent juste après. Quelle est la place dans la nature, il y a beaucoup de coopération entre espèces animales et végétales ou mixtes. Est-ce que ces collaborations sont également source d'inspiration? Alors, de façon générale, le moteur de l'évolution, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas réellement la compétition, c'est plutôt la coopération. Il n'y aurait pas d'organisme multicellulaire, c'est-à-dire composé de plusieurs cellules et d'organismes complexes comme les mammifères, comme les végétaux, s'il n'y avait pas eu des coopérations initiales entre eux. Typiquement, chez les végétaux, à un moment donné,
donné une symbiose qui s'est créée entre un chloroplaste et puis la cellule qui l'a hébergée. Et c'est cette symbiose initiale qui a permis une complexification de la biologie cellulaire et l'émergence d'organismes multicellulaires à terme. Donc la coopération est vraiment l'un des moteurs principaux du vivant, et j'aime beaucoup cette phrase de Jean-Marie Pelt qui dit « La coopération crée, la compétition trie ». Et donc ce qui permet de créer et d'innover, c'est bien la coopération, et ensuite c'est la compétition qui va venir trier les solutions qui vont être les plus performantes. Mais ce qui va générer en général on va dire du développement biologique, ça va être plutôt de la coopération. Donc après, effectivement, on peut tisser cette métaphore, parce que je pense qu'aujourd'hui on en est plutôt de l'ordre de la métaphore, qu'effectivement des stratégies coopératives dans nos sociétés pourraient être un modèle probablement, surtout en période de crise, surtout en période où on doit innover, on doit créer beaucoup de choses et proposer une multitude de solutions. Et bien clairement aujourd'hui on aurait sans doute besoin de plus de coopération que celle qu'on mène aujourd'hui. Après, cette question de comment le vivant peut inspirer nos organisations, le fonctionnement de nos sociétés, il faut être extrêmement vigilant parce qu'il y a on pourrait dire qu'il y a finalement des modèles presque dictatoriaux dans le vivant. Vous avez du patriarcat, vous avez du matriarcat dans le vivant, donc il faut surtout pas faire de généralité. On pourrait potentiellement raconter presque tout ce qu'on veut. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que surtout dans le vivant, au cours de l'évolution, ce sont les stratégies de gouvernance et d'interaction optimales qui sont adoptées et sélectionnées en fonction du contexte, en fonction de l'environnement, en fonction de la typologie des espèces et de l'écosystème. Et donc l'enseignement principal, c'est de dire que probablement ce qui sera intéressant demain, c'est de réfléchir pas forcément sur des typologies de gouvernance homogènes, mais plutôt sur des gouvernances réellement adaptées à chacun des contextes. Et il y a quelques premiers travaux qui sont menés sur ces sujets-là. Je cite les travaux d'un Français qui s'appelle Paul Boulanger, qui a fait une des premières thèses sur ces questions en tout cas en France, sur la question des organisations et du biométisme. Et c'est pas simple. Parce que ne serait-ce que déjà pour encadrer ce genre de travaux, il faut mettre autour de la table des gens de la biologie, de la compréhension de l'écologie, du fonctionnement des écosystèmes, et des gens des sciences humaines et sociales, éventuellement des gens on va dire des sciences économiques, et ce sont des spécialités qui n'ont absolument pas l'habitude de se parler, et donc même des travaux dans ce domaine-là sont des défis, tant le schisme culturel est important. Donc j'espère avoir répondu à la question. Ensuite, il y avait une question liée à la photosynthèse artificielle et en gros comment ça marche. Alors c'est un petit peu compliqué chimiquement, donc je vais pas rentrer dans les détails. Je vais vous parler, il y a plusieurs approches en plus, donc il n'y a pas une seule façon de faire la photosynthèse artificielle, il y en a plusieurs. Donc je vais vous parler typiquement d'une approche française de la photosynthèse artificielle. Dans le processus en fait par le biais en fait de l'absorption de la lumière dans un végétal, par le biais de l'absorption des photons, il y a toute une série de mécanismes chimiques qui sont mis en œuvre derrière, et en particulier les plantes, elles sont capables de séparer la molécule d'eau, donc H2O, en hydrogène et en oxygène. Elle réalise cette séparation de l'eau en hydrogène et en oxygène grâce à des enzymes. Beaucoup d'espèces vivantes, toutes les espèces vivantes reposent dans leur chimie sur des enzymes qui vont venir faciliter des réactions et permettre des réactions. Donc les enzymes, ce sont des molécules bien particulières dans le vivant qui permettent de faciliter un grand nombre de réactions chimiques. Donc les enzymes jouent un rôle fondamental dans le vivant. Et il y a une enzyme spécifiquement qui sait faire couper la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène. Et ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont imité en fait cette molécule-là. Ils sont venus les greffer sur des matériaux et en présence de lumière, ces enzymes artificielles, elles vont venir couper la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène. On sait faire ça, couper la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène, c'est ce que beaucoup de gens font déjà très largement pour produire de l'hydrogène aujourd'hui, sauf qu'en général, pour pouvoir faire cette réaction de coupure de l'eau, on utilise des matériaux qui sont très coûteux, éventuellement difficiles à extraire. Là, l'intérêt, c'est que
on est basé, comme toute la chimie du vivant, grâce à ces enzymes, sur la chimie avec des atomes très abondants. Hein, carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, soufre, quelques métaux à l'état de trace. Mais on est donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir développer une réaction qui d'habitude nécessite des matériaux beaucoup plus coûteux grâce à des molécules et des atomes qui le sont beaucoup moins. Donc ça, ce sont des travaux extrêmement intéressants qui sont menés aujourd'hui, notamment par des équipes du CEA, des équipes du Collège de France. Et il y a un gros projet européen en cours qui s'appelle le projet eScaled, qui est mené par les Français sur cette question de la photosynthèse artificielle et par cette voie-là. Mais une fois de plus, il y en a d'autres. Il y en a d'autres sur la photosynthèse pour la production d'hydrogène. Alors, question qui est liée à cela, une question suivante qui était où en est la production de carburant propre grâce au biométisme. Donc je viens de vous parler de l'hydrogène, hein, donc dans tout ce qui est justement futur de l'énergie de transport par l'hydrogène. Il y a déjà de l'hydrogène qui est produit pour les transports. La question c'est effectivement comment on produit cet hydrogène demain de façon la plus propre possible. Donc j'ai répondu sur la partie hydrogène. Il y a une autre piste qui est également aujourd'hui étudiée, qui est de recréer des carburants par recyclage du CO2. Aujourd'hui, nos carburants sont composés d'une grande quantité de carbone, hein, c'est des grandes chaînes carbonées, issues pour la plupart plutôt du pétrole, comme vous le savez. Là, l'idée qu'il y a, c'est finalement, le CO2, c'est la brique de base de toute espèce vivante. C'est grâce au CO2 que les plantes vont être en capacité de construire leur matière. Et donc, est-ce qu'on pourrait, par voie de bioinspiration, recycler le CO2 qui est présent dans l'air ou dissous dans l'eau, par exemple en aval de stations d'épuration ou d'usines, pour pouvoir finalement récupérer ce CO2 et recréer des longues chaînes de molécules qui correspondent à des carburants. Et plutôt que d'aller les extraire dans le pétrole et de réémettre du CO2, on se dit on va essayer de recycler ce CO2 qui est présent dans notre environnement, qu'on a déjà rejeté, pour pouvoir fabriquer des carburants. Donc là, on est sur des phases un peu... il y a des choses qui sont d'ores et déjà développées, mais pas à grande échelle industrielle, mais qui marchent déjà néanmoins, où là, on va pas forcément le faire par voie complètement artificielle, bio-inspirée, on va se faire aider de bactéries qui vont faire une partie du travail à notre place parce qu'elles vont plus vite, parce qu'on peut le contrôler facilement, et donc là on va faire alliance avec un certain nombre de bactéries pour pouvoir recycler ce CO2 et en faire du carburant, et c'est les bactéries en fait qui vont fabriquer des biocarburants pour nous par recyclage du CO2. Ensuite, il y avait une question relative aux études pour se former en biométisme. Alors, à titre personnel, j'ai pas fait d'études spécifiquement en biométisme, mais j'ai fait des études pluridisciplinaires. C'est-à-dire que j'ai eu la chance dans mon parcours de faire de la physique, de la chimie, des maths et aussi beaucoup de bio. Et j'ai une formation scientifique pluridisciplinaire. Ça c'est évidemment un précieux atout, et de toute façon moi quand j'ai fait mes études il n'y avait pas de cursus en biométisme, donc j'ai appris surtout à faire de l'interdisciplinarité. Et aujourd'hui, dans l'équipe, on a essentiellement des profils pluridisciplinaires. Et en fait, on a ce qui est important, c'est d'avoir une dominante qui est une dominante d'usage, d'application du biométisme, et puis d'avoir des connaissances et des bases en biologie pour être en capacité de faire les ponts. Et ensuite, il y a une multitude de métiers pour faire du biométisme et pour appliquer le biométisme. On peut être entre guillemets biomiméticien, c'est-à-dire accompagner des acteurs pour essayer de trouver des modèles biologiques qui peuvent leur servir d'inspiration. Donc ça, c'est un modèle d'accompagnement à l'innovation. Mais vous avez comment demain aider à ce que les régions, à ce que les établissements d'enseignement supérieur se développent, se saisissent du sujet. C'est un petit peu comme, j'ai envie de dire, les métiers, par exemple, du développement durable. Il y a une multitude de métiers du développement durable, et donc il y a une multitude de métiers du biométisme à développer. C'est pas un métier du biométisme, il y en a plein. Mais ce qui est utile, quel que soit le métier que vous choisissez, c'est effectivement d'avoir des bases dans le domaine de la biologie pour comprendre les phénomènes qu'on observe, et puis pour être en capacité de faire l'interdisciplinarité qui est absolument nécessaire au développement de ce sujet-là. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ces aspects-là, alors oui, je vois qu'il y a une question. Est-ce que CBIOS propose des formations en biométisme ? Oui, on a une formation
on a plusieurs typologies de formations dans lesquelles on est partenaire. Il y a des formations pour les professionnels, qui est une formation qu'on mène en partenariat avec le Muséum d'Histoire naturelle et l'Institut des futurs souhaitables. Et puis il y a des formations diplômantes qui se sont mises en place cette année, hein, en 2020. C'est tout récent en France. À l'école de design industriel de Paris, l'ENSI les ateliers, à l'université de Pau, et des Pays de l'Adour sur les matériaux bio-inspirés. Vous pourrez trouver de toute façon toutes ces informations-là sur les différents documents qui sont publiés sur notre site web. Et à l'international, il y a notamment en Allemagne plusieurs formations dans le domaine du biomimétisme. Il y a un rapport, si vous allez sur notre page ressources, vous verrez qu'il y a un rapport dédié aux formations, et puis on a une page qui est entièrement dédiée aux formations sur notre site web si vous voulez en savoir plus. Notre objectif sur les prochaines années est de démultiplier l'offre de formation sur le territoire national en fonction des spécialités, en fonction des domaines d'application du biomimétisme, pour qu'on puisse avoir de multiples compétences dans ce domaine-là dans les prochaines années. On anime aujourd'hui un groupe de travail avec un certain nombre d'enseignants, chercheurs et de professeurs pour travailler sur le développement de cursus pédagogiques dans le domaine du biomimétisme. Mais voilà, aujourd'hui la recommandation qu'on donne, c'est ayez votre dominante d'intérêt. Hein. Par exemple, si vous, je sais pas, vous rêvez d'être ingénieur automobile, faites des études d'automobile, mais faites des études d'ingénieur et avec des spécialités liées à l'automobile, mais formez-vous également à la biologie. Hein. Je donne un exemple, il y en a plein d'autres. Ensuite, il y a une question quels sont les fers de lance du biomimétisme. Alors, je pense qu'un certain nombre alors les deux, le domaine dans lequel le biomimétisme, les deux domaines, pardon, dans lesquels le biomimétisme est le plus développé historiquement d'un point de vue des publications scientifiques, d'un point de vue des réalisations, c'est le domaine des matériaux. Les matériaux bio-inspirés, parce qu'on a besoin de matériaux pour à peu près tout, et que étudier les matériaux biologiques, voilà, c'est des objets qu'on peut arriver à manipuler scientifiquement et techniquement. Donc c'est dans ce domaine-là qu'il y a eu beaucoup de progrès, et puis qu'il y a un intérêt grandissant. L'autre domaine, c'est dans le domaine de toutes les technologies de l'information et de la communication. Pardon, excusez-moi, je vais couper les messages pour pas que je sois perturbée. Donc les domaines des technologies de l'information et de la communication, typiquement les algorithmes informatiques que vous avez d'optimisation, par exemple de trajet, etc., sont souvent des algorithmes qui font historiquement appel à des mathématiques, des systèmes complexes issus de, par exemple, l'observation des comportements des essaims, des colonies de fourmis. Et donc tout ceci a très largement gagné voilà, le corps informatique très tôt, il y a plusieurs décennies, donc ça existe depuis longtemps. Tout ce qui est capteurs, senseurs, robotiques, ce sont des choses qui se sont très largement développées. Et puis vous avez des grands secteurs d'application qui s'en sont saisis historiquement, le secteur de l'aéronautique, mais là où c'est le plus... à mon sens le plus intéressant, ça va être effectivement dans d'autres domaines qui sont en train d'émerger, où il y aura nécessairement un fort impact environnemental. Le domaine de l'énergie, on en a déjà largement parlé, je vais pas revenir dessus. Et puis le domaine, à mon sens, de la chimie, qui est intimement liée aussi aux matériaux. On a besoin de repenser la façon dont on fait de la chimie aujourd'hui, pour produire nos matériaux, pour produire nos médicaments, pour produire les différentes substances qui nous entourent. C'est intéressant, voilà, de constater que tels que les grands principes de la chimie douce qui ont été énoncés par les chimistes à l'ère industrielle sont exactement les principes de la chimie du vivant. Donc il y a aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est le plus développé? C'est plutôt les matériaux et on va dire tout ce qui est TIC, technologie de l'information et de la communication. Après, il y a des secteurs d'usage, l'énergie et la chimie, qui à mon avis sont ceux qui vont être très fortement impactés par des développements en biomimétisme sur les prochaines années. L'étude des tardigrades est-elle un pas vers l'immortalité humaine? Merci pour cette question. Alors je ne sais pas si la personne qui a posé la question est parce qu'il est en quête et en rêve d'immortalité. À titre personnel, l'immortalité voudrait dire condamner le moindre enfant qui naît, hein, parce qu'à un moment donné, si on est immortel, ça veut dire qu'on ne peut plus tolérer qu'il y ait des enfants qui naissent, donc à un moment donné c'est faire le deuil de nouvelles naissances et de l'enfance. Donc
moi je suis personnellement pas favorable à l'immortalité humaine ou à un prolongement indécent de la vie humaine, parce que ça voudra dire nécessairement maudire l'enfant qui naît. Après, voilà, les tardigrades, donc il y a plein d'approches aujourd'hui plutôt génétiques sur ces questions d'immortalité qui sont pas l'objet de la conversation d'aujourd'hui. Par contre, l'étude des tardigrades n'attrait pas à ces aspects. Elle est plutôt liée effectivement à tout simplement de la conservation, à la conservation d'éléments chimiques indispensables à la vie cellulaire, et c'est plutôt sur ces aspects-là que ça a été développé, plutôt voilà, comment faire de la conservation typiquement de substances, mais ça n'a pas été abordé d'un point de vue voilà, génétique, ou par exemple pour je sais pas si c'était l'idée de la question, mais on va pas faire de la congélation d'humains voilà, en s'inspirant du tardigrade. Mais si la personne veut préciser sa question, qu'elle n'hésite pas. Pourquoi n'entendons-nous pas plus parler du biométisme malgré les possibilités énormes qu'il laisse entrevoir? Mais parce qu'il faut qu'on soit très nombreux à en parler. Donc il faut que ça fasse raz-de-marée. Alors heureusement, hein, on entend quand même beaucoup parler. Regardez, tapez biométisme dans l'actualité, vous verrez qu'il y a beaucoup d'articles qui traitent du biométisme aujourd'hui. On est extrêmement reconnaissant que l'Abbé des Sciences le mette à l'honneur. Donc le sujet se développe beaucoup, et preuve de ce développement, une exposition permanente dédiée au biométisme est maintenant ouverte à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Donc voilà, le biométisme est rentré au temple de la Cité des Sciences et de l'Industrie comme voilà, un des piliers permanents de la cité. Donc ça, on en est extrêmement heureux. Et voilà, heureusement, de plus en plus de gens en parlent, parce que de plus en plus de gens sont embarqués dans la démarche, de plus en plus de gens sont formés. Et donc voilà, il commence quand même à y avoir, il y a même 4 ans et aujourd'hui, ça n'a rien à voir en termes de popularité du sujet et de connaissance du sujet. Nous, aujourd'hui, on travaille avec près de 200 partenaires industriels et autres dans le développement du biométisme. Mais vous avez raison, il y a encore besoin d'un effort de diffusion, de démocratisation du biométisme pour que voilà, tout le monde puisse s'en saisir, mais on est sur la bonne voie. Ensuite, il y a une question sur le design du Concorde. Très probablement que le Concorde, dans les études, franchement, à part évidemment la morphologie, j'ai envie de dire que toute l'aviation est fortement inspirée, même historiquement. Regardez, pensez à Clément Ader, de l'observation des espèces volantes. Donc le Concorde en particulier. Probablement que son profilage a été amélioré grâce à cela. Je suis pas sûre. En fait, des fois, vous avez ce qu'on observe, la convergence technologique et biologique, c'est-à-dire que grâce à l'ingénierie, grâce aux connaissances dans la mécanique des fluides, donc c'est-à-dire dans la capacité à être aérodynamique, par essai-erreur, on fait des formes qui sont de plus en plus optimisées, et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que cette forme, elle ressemble quand même sacrément au vivant. Donc c'est pas absolument. Faudrait que je revérifie l'histoire réelle du Concorde. J'ai un doute là à l'instant. Airbus est très souvent inspiré et d'autres constructeurs se sont toujours très largement inspirés du vivant, et ils ont publié là-dessus. Il est possible que sur le Concorde, on ait tout simplement une convergence entre le dessin de l'ingénieur et à un moment donné, ce qui se fait effectivement dans le vivant, parce que ça marche. Voilà. Après, vous n'avez pas de oiseaux qui volent à ces vitesses-là, a priori. Donc, voilà, l'imitation est évidemment tout à fait relative. Et donc des bioinspirations dans le transport, pour aller plus loin, oui, donc comme je vous disais, l'aéronautique s'inspire quand même du vivant depuis longtemps, et le dit et le raconte. Vous avez dans le domaine des transports un TGV japonais, hein, c'est un des grands exemples du mimétisme, hein, l'exemple du Shinkansen, vous pouvez regarder, hein, c'est un TGV japonais dont le profil a été amélioré en s'inspirant du bec du martin-pêcheur pour pouvoir rentrer plus efficacement dans les tunnels, parce qu'il y avait une surpression qui était créée, et il se trouve qu'il y avait un ornithologue, un passionné d'oiseaux
dans l'équipe des ingénieurs de conception de ce train-là. Et il s'est dit, bon, bah, pour avoir une meilleure performance aérodynamique dans les tunnels, on va s'inspirer du bec du martin pêcheur. Et puis ensuite, il y a eu, dans le domaine des automobiles, plusieurs inspirations sur l'optimisation du poids du véhicule, sur l'aérodynamique du véhicule. Mercedes a communiqué dessus, ça n'a pas nécessairement été commercialisé. Vous en avez d'autres qui ont essayé de faire des peintures, voilà, diverses et variées. Là où c'est le plus abouti, c'est plutôt dans le domaine, effectivement, de l'aéronautique. Ensuite, il y a une dernière question qui est la bioinspiration pour dépolluer les eaux. Est-ce qu'on peut aussi dépolluer l'air en s'inspirant du vivant? Il y a effectivement un certain nombre de travaux qui sont menés par des industriels actuellement, exploratoires sur effectivement comment dépolluer l'air en s'inspirant du vivant, en faisant comme fait le vivant pour aller capter des molécules en suspension dans l'air et voir comment est-ce qu'on peut effectivement le faire. Donc il y a des travaux qui sont menés sur ce sujet-là. À ma connaissance, il n'y a pas encore de commercialisation sur ces sujets-là, mais voilà, je sais qu'il y a des recherches qui sont menées en France, notamment par certains industriels français, sur ces aspects-là. Je vois, alors je sais pas s'il y a d'autres questions, on a presque fini le temps qui nous était imparti, on l'a même dépassé, mais n'hésitez pas si vous avez une dernière question à poser éventuellement. Je remercie le Temps des Sciences d'avoir partagé dans le fil effectivement un rapport, qui est un rapport que nous avons élaboré et remis au cabinet du président de la République, un rapport sur voilà, quelle opportunité du biomimétisme pour la France, quelle stratégie et quelle feuille de route à avoir pour pouvoir déployer plus largement le biomimétisme au niveau national. Et vous retrouverez dedans voilà, un peu, des éléments de contexte international, des éléments de contexte nationaux, encore plus d'exemples que ceux que vous avez eu dans la conférence, et puis un résumé des principaux enjeux aujourd'hui du développement du biométisme en France. Et vous verrez que les questions comme la formation ont été abordées, etc. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Et puis plus largement, je vous dis sur la page ressources du CBIOS, vous trouverez toute une série de ressources téléchargeables qui pourront vous servir, je pense, à continuer à vous inspirer, à continuer à réfléchir à ces sujets-là. Je vous recommande également une petite série documentaire qui est très bien faite, qui s'appelle Nature égale futur, qui porte bien son nom, et qui est disponible, si vous la tapez dans un moteur de recherche, vous tomberez dessus. Donc il y a une chaîne YouTube Nature égale futur, et vous verrez qu'il y a plein de petits films bien sympathiques autour du biomimétisme pour découvrir voilà, plein de porteurs de projets, plein de chercheurs et plein de gens passionnants sur cette thématique-là. Et enfin, si vous voulez venir faire un saut à Paris pour rencontrer ces acteurs-là, dans une quinzaine de jours, le 20 octobre, se tient Biomime Expo, qui est le salon national du biométisme, le grand rassemblement de l'ensemble des acteurs. Et voilà, on espère évidemment que les conditions sanitaires nous permettront de nous réunir, mais en tout cas pour l'instant, on est toujours partant et on continue sur notre lancée dans la préparation de l'événement, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez en savoir plus et rencontrer les acteurs en vrai, voilà. Donc n'hésitez pas, éventuellement si vous avez une toute dernière question, je vous laisse allez, 1 minute pour poser votre dernière question, et sinon je vous souhaiterais une très bonne soirée et un excellent week-end. Donc j'attends encore un petit peu. Merci pour le lien de Biomime Expo, effectivement, si vous voulez regarder. Écoutez, je pense qu'il n'y a plus de questions supplémentaires. Je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente soirée et un excellent week-end. Au revoir. Et merci pour votre intérêt pour ce sujet qui me passionne depuis des années. Merci à vous, le Temps des Sciences.